Il existe un endroit sur Terre où vous ne pouvez pas naître. Et aussi bizarre que ça puisse paraître, où vous ne pouvez pas non plus mourir. Ce n'est pas une légende urbaine, c'est la loi. Si vous tombez gravement malade, ou si vous arrivez à la fin de votre vie, vous êtes obligé de quitter la ville. Et si vous mourrez soudainement, votre corps ne sera pas enterré là-bas. La raison ? Le froid est tellement extrême que le sol ne dégèle jamais. Un virus ou une bactérie dans un corps enterré en 1918 peut encore être vivant aujourd'hui, en attendant de remonter à la surface. Bienvenue au Svalbard, l'archipel norvégien tout en haut du monde. Ici, dans la ville de Longyearbyen, la réalité est un test d'endurance. Pendant 4 mois par an, le soleil ne se lève tout simplement pas. C'est la nuit polaire. Pendant des semaines, il fait nuit en continu. Les gens travaillent, déjeunent, rentrent, toujours dans l'obscurité. Et si vous décidez de sortir faire un tour, il vous faut plus qu'un manteau bien chaud. Il vous faut un fusil. C'est obligatoire. Il y a plus d'ours polaires sur cette île que d'êtres humains. Et ce ne sont pas des animaux de zoo, ce sont des prédateurs qui vous voient comme de la nourriture. Mais pourquoi quelqu'un vivrait-il dans un endroit pareil ? Pourquoi la Norvège, l'un des pays les plus riches du monde, maintient-elle une civilisation au milieu de la glace éternelle ? La réponse à ça nous aide à comprendre le secret de ce pays. Parce que la Norvège, ce n'est pas seulement de beaux paysages, c'est un pays qui a appris à dompter l'impossible. Et le résultat, c'est ce qu'on va voir maintenant. Toujours au Svalbard, il existe une construction qui semble sortie d'un film de science-fiction, le coffre-fort de l'Apocalypse. À l'intérieur, à des centaines de mètres sous terre, se trouvent plus d'1 million d'échantillons de graines provenant de presque toute la planète. S'il y a une guerre nucléaire, un astéroïde ou une catastrophe climatique mondiale, la Norvège garde la clé pour relancer l'agriculture de l'humanité. Ils protègent l'avenir du monde. Mais comment protègent-ils leur propre avenir ? Si vous aviez visité la Norvège dans les années 60, vous n'y auriez pas trouvé un pays riche. Vous y auriez trouvé des pêcheurs endurcis et des communautés rurales qui comptaient les pièces pour boucler le mois. C'était une vie dure, sans aucun glamour. Le déclic a eu lieu à la veille de Noël 1969 et tout ressemblait à une défaite imminente. Des entreprises étrangères foraient la mer du Nord depuis des années et ne trouvaient que de l'eau et de la boue. Le géant américain Phillips Petroleum avait déjà décidé d'abandonner. Ils ont envoyé un message au siège pour demander l'autorisation de renoncer au dernier puits. La réponse du siège a été « Vous avez déjà payé la location de la plateforme, alors forez encore un peu jusqu'à la fin du contrat. » C'était la décision la plus rentable de l'histoire. Le 23 décembre, le forêt a atteint le gisement d'Ecofisk. Ce n'était pas juste du pétrole, c'était le plus grand gisement pétrolier jamais découvert en mer dans toute l'histoire de l'humanité. La Norvège venait de gagner à la loterie. Mais cette histoire finit souvent mal. Le Venezuela, le Nigeria, l'Irak, presque tous les pays qui trouvent énormément de pétrole tombent dans la malédiction des ressources. L'argent arrive vite, l'inflation explose, la corruption détruit la politique. Et quand le pétrole s'épuise, le pays est plus pauvre que jamais. La Norvège a échappé à ça, en grande partie grâce à un homme qui n'était même pas norvégien, Farouk Al-Qassim, un géologue irakien qui avait épousé une Norvégienne et travaillait pour le gouvernement. Il savait exactement comment les géants du pétrole trompaient des pays trop naïfs. Avec des responsables politiques locaux, ils ont créé les 10 commandements du pétrole. La règle principale était simple, le pétrole appartient au peuple norvégien, pas aux entreprises, ni au gouvernement du moment. C'est comme ça qu'est né le fonds souverain. La logique est la suivante. Le gouvernement ne peut pas dépenser l'argent du pétrole dans le budget du quotidien. Ils prennent chaque centime des profits du pétrole et l'investissent en dehors de la Norvège. Et quand je dis investir, je ne plaisante pas. Aujourd'hui, ce fonds possède en moyenne 1,5% de toutes les entreprises cotées en bourse dans le monde. Si vous avez un iPhone, la Norvège gagne de l'argent parce qu'elle est actionnaire d'Apple. Si vous utilisez Windows, elle gagne aussi. Elle possède des parts des Champs-Élysées à Paris et de Regent Street à Londres. Aujourd'hui, le fonds vaut plus de 1500 milliards de dollars. C'est le plus grand investisseur de la planète. Et le plus choquant, c'est que les responsables politiques norvégiens ont créé une règle qui leur interdit de toucher au capital de cet argent. Ils ne peuvent utiliser au maximum que 3% par an, c'est-à-dire uniquement les rendements. Autrement dit, un jour le pétrole va s'épuiser. Mais l'argent qu'il a généré va soutenir la Norvège pour toujours. Pendant que le monde brûle ses profits aujourd'hui, la Norvège a assuré la retraite de petits-enfants qui ne sont même pas encore nés. Ce n'est pas seulement de l'économie, c'est de l'autocontrôle à l'échelle d'un pays.
On redescend de l'Arctique vers le cœur battant du pays, la capitale, Oslo. Oublie cette image de ville européenne ancienne et grise. Oslo est moderne, propre, et elle grandit à une vitesse absurde. La ville a été repensée pour les gens, pas pour les voitures. Regardez cette architecture. Le bâtiment de l'Opéra d'Oslo a été conçu pour que vous puissiez marcher dessus, littéralement. Le toit est une place publique. Juste à côté, vous avez le projet Barcode, des immeubles qui ressemblent à d'immenses codes-barres, mêlant des bureaux de luxe et des appartements résidentiels. Mais ce qui frappe à Oslo, c'est son rapport à l'eau. Même en hiver, avec des températures négatives, vous voyez des Norvégiens dans ces saunas flottants au milieu du fjord. Ils transpirent là-dedans à 80 degrés et d'un coup, ils se jettent dans l'eau glacée. Ils disent que ça remet le système à zéro. Pour nous, ça ressemble à de la folie. Pour eux, c'est un mardi. Et ne vous y trompez pas, malgré toute cette modernité, l'histoire est bien là. C'est ici que se trouvent les navires vikings d'origine, conservés pendant des siècles, rappelant qu'avant les Tesla et la technologie, ce peuple parcourait le monde dans des bateaux en bois, à ciel ouvert. En quittant Oslo, on traverse les montagnes pour rejoindre la côte ouest. Bienvenue à Bergen. Avec environ 290 000 habitants, c'est la deuxième plus grande ville du pays. Mais on a l'impression d'être dans un immense village. Sauf qu'il y a un détail qui définit la vie ici, et que vous allez sentir dès que vous descendez du train. La pluie. Bergen porte le titre officieux de ville la plus pluvieuse d'Europe. Et ce n'est pas une exagération. Il pleut en moyenne 240 jours par an. En 2007, ils ont même battu un record absurde. Presque 3 mois de pluie d'affilée, sans une seule journée d'arrêt. Et tout est de la faute de la géographie. La ville est entourée de 7 montagnes. Quand l'air chaud et humide venu de l'océan Atlantique se heurte à ces murailles de pierre, il est forcé de monter, il refroidit et il retombe en pluie. Mais les habitants de Bergen ne se laissent pas abattre. La phrase classique ici c'est « Il n'y a pas de mauvais temps, seulement de mauvais vêtements ». La vie continue, les marchés aux poissons restent ouverts et les enfants jouent dans les flaques comme si c'était un soleil d'été. Et c'est au cœur de cette humidité éternelle qu'on trouve la carte postale la plus célèbre de Norvège, Bryggen. À première vue, ce sont juste des petites maisons mignonnes et un peu de travers. Mais ici, l'histoire parle de pouvoir et d'argent. Pendant 400 ans, ce quai a été le bureau de la Ligue hanséatique, une sorte de mafia de marchands allemands qui contrôlait le commerce en Europe du Nord. C'est ici qu'ils stockaient le turfisk, la morue séchée, pour la vendre au reste du monde. Bergen, c'était la Wall Street du poisson. Ces bâtiments sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1979. Et s'ils sont colorés, rouge, jaune, blanc, ce n'était pas seulement pour faire joli, c'était de la publicité. Dans un endroit où le ciel est gris presque toute l'année, ces couleurs vives servaient à guider les navires et à afficher la richesse des marchands. Aujourd'hui, quand vous vous baladez dans ces ruelles étroites en bois, vous sentez le sol penché. La ville a brûlé tant de fois et a été reconstruite sur ses propres cendres que le terrain est instable. Mais elles sont toujours là, debout, colorées et défiantes, prouvant que même toute la pluie du monde ne peut pas effacer l'histoire de cet endroit. En descendant vers le sud, on arrive à Stavanger. Aujourd'hui, le monde connaît cette ville comme la capitale du pétrole, le moteur financier de la Norvège. Mais si vous vous attendez à n'y voir que des gratte-ciel de verre et d'acier, vous allez avoir une surprise. Le cœur de la ville, connu sous le nom de Vieux Stavanger, est l'exact opposé de cette modernité. Imaginez vous balader dans un quartier qui semble s'être arrêté au XVIIIe siècle. Il y a 173 maisons en bois, la plupart peintes en blanc, avec des toits orangés et des jardins qui semblent sortir d'un tableau. Mais voici un secret que peu de gens racontent. Ce quartier célèbre n'est que la pointe de l'iceberg. Stavanger abrite la plus grande concentration de maisons en bois d'Europe du Nord. Environ 8000 constructions historiques sont disséminées dans la ville, préservées depuis avant la Seconde Guerre mondiale. L'UNESCO et l'ONU ont déjà cité cette zone comme un exemple mondial de préservation. Et ce n'est pas juste une façade. Entre ces maisons, vous trouvez des galeries d'art, le musée maritime et même un musée consacré à ce qui faisait vivre la ville avant le pétrole, les sardines en boîte.
Oui, avant d'être riches grâce à l'énergie, ils étaient les rois de la conserve. Et c'est tout près d'ici que se trouve l'un des sites touristiques les plus dangereux et les plus célèbres du monde, Preikestolen, un rocher presque carré, suspendu à 600 mètres au-dessus d'un fjord. Pas de barrière, pas de clôture, pas de gardien. Si vous trébuchez, c'est fini. La philosophie norvégienne est simple, la nature est dangereuse et vous êtes responsable de votre propre vie. Ils ne vont pas installer une clôture qui gâche la vue juste parce que quelqu'un peut être imprudent. Ça en dit long sur leur façon de penser, la liberté avec la responsabilité. En remontant vers le nord, on arrive à Trondheim. Autrefois, c'est ici que les rois étaient couronnés. Aujourd'hui, c'est ici que l'avenir se fabrique. C'est une ville universitaire, pleine de technologie et d'innovation. La cathédrale de Nidaros, sombre et impressionnante, est le sanctuaire national de la Norvège, construite sur la tombe de Saint Olav, un roi viking. Mais si vous voulez voir quelque chose qui ne ressemble pas à la Norvège, alors vous allez à Ålesund. En 1904, cette ville a entièrement brûlé. Au lieu de reconstruire les maisons en bois traditionnelles, ils ont fait appel à de jeunes architectes obsédés par un style nouveau à l'époque, l'Art nouveau. Résultat, une ville qui ressemble à un conte de fées, pleine de tours, d'ornements et de détails en pierre, répartis sur plusieurs îles au milieu de la mer. Visuellement, c'est l'une des villes les plus singulières de la planète. Et enfin, avant de retourner à la nature sauvage, il y a Tromsø, la Paris du Nord. C'est la plus grande ville au-dessus du cercle polaire arctique. C'est ici que se retrouvent les chasseurs d'aurores boréales. En hiver, la ville vit dans une obscurité bleutée. Les lumières des maisons et des rues se reflètent sur la neige et créent une ambiance magique. C'est ici que tu ressens le véritable isolement du Nord, mais avec tout le confort d'une ville moderne, des restaurants gastronomiques et une vie nocturne animée. En Norvège, pour aller d'une ville à l'autre, vous ne prenez pas juste une ligne droite, vous affrontez la géographie. Le relief norvégien est tellement accidenté, tellement découpé, que construire des routes ici relève presque du défi à la logique. Regardez l'Atlantic Ocean Road. Elle ne traverse pas la terre, elle saute au-dessus de la mer. C'est une série de ponts qui relient de petits îlots, là où les vagues de l'Atlantique Nord viennent frapper les voitures avec violence pendant les tempêtes. On la considère comme le plus beau trajet en voiture du monde, mais aussi comme l'un des plus angoissants si le temps tourne. Et quand ils ne peuvent pas passer par-dessus, ils passent par-dedans. La Norvège, c'est le pays des tunnels. Ils ont le plus long tunnel routier du monde, avec 24 km. Il est tellement long qu'ils ont construit au milieu des cavernes éclairées en bleu, pour que les conducteurs ne s'endorment pas d'ennui ou ne fassent pas une crise de claustrophobie. Tout ça pour vous emmener jusqu'au fjord. Gerangerfjord, Nærøyfjord. Les noms sont difficiles, mais le paysage est facile à comprendre. Des parois rocheuses de 1000 mètres de haut qui tombent directement dans une eau verdâtre. Des cascades qui dégringolent depuis le sommet des montagnes. Naviguer ici vous fait vous sentir minuscule. C'est une échelle géologique qui humilie n'importe quelle construction humaine. Mais l'argent et les paysages ne servent à rien si la vie est mauvaise. Et c'est là que la Norvège se démarque vraiment du reste d'entre nous. Il y a une habitude en Norvège qui choque n'importe quel touriste pour la première fois. Les parents entrent dans les magasins ou les cafés, mais les bébés restent dehors. Oui, dehors. Les enfants dorment dans leurs poussettes, dans la rue, exposés au froid, sans qu'aucun adulte ne les surveille de près. C'est courant, d'abord parce que, selon eux, l'air frais est bon pour l'immunité de l'enfant. Mais surtout parce que la confiance dans la société est totale. Personne ne va prendre le bébé. L'idée que quelqu'un puisse faire du mal à un enfant dans la rue est tellement absurde pour eux que ça ne leur traverse même pas l'esprit. La sécurité est extrême. Des maisons sans murs, des portes qui restent ouvertes dans les petites villes, des enfants qui vont à l'école seuls dès leur plus jeune âge. Et ils ont le temps d'en profiter. L'équilibre entre le travail et la vie personnelle est sacré. À 4 heures de l'après-midi, les bureaux se vident. Personne ne reste faire des heures supplémentaires pour impressionner le patron. Le but du travail, c'est de financer le temps libre. Ils appellent ça le Friluftsliv. C'est un mot difficile qui signifie la vie en plein air. Qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente, le Norvégien va sortir, marcher en forêt, grimper une montagne ou skier.
Il existe aussi en Norvège une loi appelée Allemannsretten, ou le droit d'accès. Elle dit que vous pouvez marcher et camper n'importe où dans la nature, même sur une propriété privée, tant que vous ne dérangez pas le propriétaire. La terre appartient à tout le monde. La Norvège a l'air parfaite, et d'après les chiffres, elle est presque l'un des IDH les plus élevés au monde, une démocratie pleine, une richesse mieux répartie. Mais cette perfection a un prix. C'est un pays cher, où une bière peut coûter 15 $. C'est un pays où l'obscurité de l'hiver peut peser sur l'esprit, et où la froideur des gens est parfois prise pour de l'impolitesse. Les Norvégiens tiennent à leur espace personnel et au silence. Ils ne vont pas engager la conversation avec vous à l'arrêt de bus. Mais peut-être que c'est ça le secret, le respect de la nature, le respect des autres, qui permet de laisser un bébé dormir dehors, et le respect du futur, en mettant de l'argent de côté au lieu de tout dépenser aujourd'hui. La Norvège est la preuve qu'avec les bonnes conditions et le bon état d'esprit, l'être humain peut créer le paradis, même dans l'endroit le plus froid de la Terre. Et si vous avez aimé découvrir ce géant de glace, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Est-ce qu'il y a aussi un autre endroit incroyable que vous voulez voir ici? Dites-le en commentaire. Chaque semaine, il y a une nouvelle vidéo sur les endroits les plus beaux et les plus contradictoires de la planète. Merci beaucoup de m'avoir accompagné jusqu'ici et à la prochaine vidéo.